Bonjour et merci de suivre l'émission Focus sur Focus Média Afrique qui fait un focus aujourd'hui sur la santé en Afrique et notamment en Afrique subsaharienne. Et pour en parler, nous recevons le docteur Roger Tapa. Bonjour docteur. Bonjour Omarig et bonjour à toute l'équipe de Focus ce matin. J'espère que c'est comme ça qu'on prononce. En anglais naturellement. Voilà. Merci infiniment d'être là. Alors, le continent africain, je rappelle, avant d'entrer de plein fouet dans cet entretien, que vous êtes docteur, vous êtes médecin de santé publique. Tout à fait. Le continent africain, comme je le disais, tout comme les autres frappés depuis plusieurs mois par la pandémie du coronavirus, malgré les nombreux décès déjà enregistrés, l'Afrique est le continent le moins touché, alors que les experts annonçaient le pire. Comment expliquer cette relative préservation? Oui, déjà il faut relativiser la pandémie en question. Oui. Quand vous parlez de coronavirus, vous parlez de tests. Quand on parle des statistiques, on parle des tests, du nombre de personnes testées et du nombre de personnes malades. Oui. Un bref rappel, c'est un virus. Et un virus où 80% de personnes avec ou sans traitement peuvent guérir. Donc 80% de personnes, ça c'est important, de personnes contaminées par ce virus, avec ou sans traitement, vont guérir. Et ça c'est le virus, c'est connu. Donc quand on parle de guérison, on parle des 20% des malades restants. Et ces guérisons, il faut qu'on lève le voile, parce qu'on a tendance à croire que la solution est trouvée. Il n'y a pas de solution trouvée jusqu'ici. Toutes les solutions qu'on essaye maintenant sont des solutions à tâtons. Il n'y a pas d'antiviral qui existe. Il n'y a pas de traitement spécifique qui dise que c'est ça le traitement. Tout le monde a essayé, y compris les Occidentaux. Oui. On parle de l'hydroxychloroquine aujourd'hui. C'est des essais. Ça n'a jamais été un antiviral, la chloroquine. Ça n'a jamais été un antiviral, l'azithromycine, qui existe depuis des années et des années. Donc, et le problème viral existe depuis plus longtemps et n'a jamais trouvé une solution. Donc, aujourd'hui, il faut faire la part des choses. Maintenant, quand on parle de guérison, ce n'est pas un trophée. On a managé les cas qu'on a et il y a quelques cas qui sont... Le virus, normalement, fait son cycle. Oui. Et s'élimine. On aide le patient juste à supporter cette étape. Et c'est le système immunitaire du patient qui joue un rôle important. Ce qui va expliquer plus tard les différences environnementales entre l'Afrique et l'Occident. Mais comment justifier donc cette relative préservation? Comment expliquer cela, étant donné que le continent africain est aujourd'hui le continent le moins touché que tous les autres? On a vu les États-Unis qui plient carrément les pieds devant le coronavirus. On a vu beaucoup d'autres pays en Europe qui ne parviennent pas aujourd'hui à supporter les effets, que ce soit immédiat ou même post-maladie de cette histoire de coronavirus. Comment comprendre que le continent africain aujourd'hui ne soit pas touché comme tous ces continents, alors qu'hier les experts annonçaient une catastrophe pour le continent? Oui, parlant déjà des experts, il faut faire attention à qui parle et qui dit. En matière de coronavirus, on a vu que ceux qui parlaient en savent très peu et ceux qui en savent n'en parlent presque pas, on ne leur permet même pas de parler. Qui a prédit le pire en Afrique? C'est la voix de Bill Gates qui annonce, qui n'est un informaticien, qui, si intelligent soit-il, ne peut pas prédire les problèmes de santé. Et son acharnement à vouloir se substituer au personnel de santé fait bien penser à des choses qui ne sont pas très catholiques. Donc, autre chose, si on prend le système de survie des populations, oui, par exemple en Afrique, vous allez voir que les gens ont été longtemps abandonnés à eux. Et ça a servi au moins à quelque chose. La seule chose qui peut défendre quelqu'un aujourd'hui contre un virus, c'est son système de défense naturelle. Et on se rend compte avec cette crise de coronavirus que les Africains résistent, ce qui fait appel un peu à leur système immunitaire. Donc, en fait, ça nous fait retourner dans le milieu où nous vivons et voir un peu comment nous, on fonctionne. Si on regarde le système immunitaire, ça doit être lié à l'alimentation, ça doit être lié à nos activités, ça doit être... Vous voulez dire que les Africains sont plus solides que les Occidentaux, par exemple? Non, c'est trop dit. Les Africains ont été soumis à un milieu plus agressif, oui, en termes infectieux, en termes parasitaires, et qui les prédispose à une certaine résistance que les autres n'ont pas. Ça, il ne faut pas qu'on se trompe. Vous avez un pays qui est comme ici où le paludisme, c'est une pandémie.
Hein, c'est pas gratuit, ça cultive une certaine résistance face à aux différentes agressions pour l'organisme. Oui. C'est pas gratuit. En Occident, vous n'avez pas pareil. Donc, on peut relativement, sans risque de se tromper, expliquer ça par le milieu de vie, oui. la culture, les habitudes des gens. Vous avez vu, les gens prennent ça un peu plus relax. Les gens sortent un peu plus. Ça fait que les gens s'exposent, même si le virus existe, les gens s'exposent de plus en plus, donc ils développent une certaine résistance. Oui, mais les spécialistes dans le monde de la santé aussi, hein, oui. notamment au niveau de l'OMS, s'inquiètent sur la pandémie et ont même alerté pratiquement le continent africain disant qu'ils veulent rapidement courir au chevet de l'Afrique afin de le protéger du coronavirus. Comment comprendre ça quand chez eux, ils n'ont pas encore maîtrisé la maladie, ils veulent rapidement courir au chevet de l'Afrique. Ils ont trop pitié de l'Afrique et ça c'est généreux. Mais vous ne pouvez pas laisser quelque part où il y a 1000, 100 000 personnes qui meurent par jour d'une pandémie pour courir quelque part où on se dit que ça va arriver. Oui, mais c'est quoi l'intérêt? L'intérêt, il faut le comprendre. Pendant longtemps, les gens ont voulu protéger leurs ressources. Les gens ont voulu protéger ce qui leur, entre guillemets, leur appartient. L'Afrique n'existe pas aux yeux des Occidentaux, je suis désolé, il faut qu'on se le dise. C'est les ressources qui existent aux yeux des Occidentaux. Tout le monde court vers là où il y a les ressources. Je veux pour étayer ça, vous pouvez imaginer comment un continent qui a le diamant, l'or, et le bois, les ressources minières, hein, est le continent le moins hypé du monde. C'est-à-dire que ceux qui n'ont pas l'or, ils n'ont pas le diamant, c'est ceux qui tiennent l'économie dans le monde. La parité de l'argent, c'est quoi? C'est l'or. C'est-à-dire que pour garantir une certaine... C'est l'or. Ils ne produisent pas l'or, mais c'est eux qui ont la parité. Oui. Vous comprenez la controverse? Vous voyez pourquoi l'Afrique devient intéressante? Parce qu'il faut qu'ils gardent leur mine d'or. Oui. C'est ça le problème. C'est ni plus ni moins. Et je vais vous expliquer plus. Quand vous prenez des gens qui font attention à votre santé, à votre développement, qui, pendant des années, vous observez dans votre système de santé sans tenir compte des déterminants fondamentaux, c'est-à-dire l'eau, par exemple, en Afrique. La qualité et la quantité. Oui. Aujourd'hui, au XXIe siècle, même les expatriés qui arrivent ici ont un problème d'eau dans les hôtels. Ça ne dit rien à personne. Est-ce que l'eau est impossible à alimenter? Non. Est-ce que l'eau est très chère pour alimenter? Non. Mais tout simplement, ce n'est pas une priorité. Ça fait une partie d'une chaîne d'éléments d'esclavage. Oui. Il faut bien le comprendre. Vous prenez des pays africains comme les nôtres, la communication, c'est-à-dire que quand je parle communication, je parle des routes, c'est un élément capital pour le développement. Est-ce que l'Afrique est incapable de s'offrir des routes? Mais regardez tout ce qui se passe un peu partout dans l'Afrique, dans la sous-région. Est-ce que l'Afrique est incapable de s'offrir des routes? Je vous prends les déterminants. Quand on dit que l'OMS s'occupe de la santé des populations, c'est ridicule. Ridicule, pourquoi? Parce que les déterminants qui devaient faciliter la santé des populations sont mis à l'écart au profit des intérêts qui ne reviennent en rien vers les populations. Vous parlez de l'OMS, les grandes politiques de l'OMS, c'est la vaccination. Vous croyez que vous pouvez vraiment protéger les gens avec la vaccination? Il y a peut-être 11 vaccins ou 13. Il y a plus de 100 maladies. Dites-moi comment vous pouvez protéger les gens avec 11 vaccins quand il y a plus de 100 maladies et très graves qui sévissent tous les jours. Oui, mais en ce qui concerne le coronavirus particulièrement, aujourd'hui, les chiffres dans le continent africain qui comptent plus de 18 475 décès confirmés et plus de 523 684 guérisons pour 871 979 cas enregistrés selon le Centre de prévention, de contrôle et de maladies de l'Union africaine. Ce qui inquiète le plus ici, c'est qu'il n'existe jusqu'à présent aucun protocole de guérison établi sur le continent. Sur la base de quoi est-ce que ces personnes guérissent? Pour répondre à votre question, je demandais où est-ce qu'il existe un protocole de guérison. Ça n'existe nulle part. Tout le monde se cherche. Si vous voulez qu'on dise ça de façon terre à terre, tout le monde se cherche, que ce soit en Occident, que ce soit en Afrique. On cherche encore la solution. Et sans anticiper, on parle là de la science. Il y a deux volets, il y a l'observation, il y a les expérimentations. Quand on parle de l'observation, on peut, sans risque de se tromper, dire que même l'Afrique est en voie de trouver sa solution. Mais l'un de vos collègues qui est en France, le professeur Raoul,
soutient Mordicus que l'hydroxychloroquine, ajouté à je ne sais plus comment on appelle cet autre produit, l'azithromycine, guérit le coronavirus. Oui. Je peux vous rassurer, si c'est Dr Tapa qui avait dit ça, ça ne serait pas aussi populaire. Et les gens ne prendraient pas avec autant de sérieux. Vous prenez l'hydroxychloroquine, n'a jamais été un médicament antirétroviral. L'hydroxychloroquine a été utilisée, retirée du marché pour toxicité, revenue parce que le coronavirus est là. Oui. Et on nous apprend en passant qu'il n'y a jamais eu d'études cliniques. Vous imaginez ce que ça veut dire? Qu'on a utilisé le médicament longtemps à l'avance sans s'assurer qu'il était sain pour l'utilisation. Oui. Et on l'a utilisé pour le palu pendant des années. Subitement, ça revient comme un médicament miracle pour un virus. Est-ce que ça cache quelque chose d'après vous? Mais c'est évident, tout le monde tire ses conclusions. Pourquoi l'hydroxychloroquine ne peut pas aider le HIV comme ils ont longtemps parlé? Pourquoi l'hydroxychloroquine ne peut pas aider avec l'hépatite B? Pourquoi l'hydroxychloroquine ne peut pas aider dans les autres maladies virales? Aujourd'hui, on nous parle de human papillomavirus comme si c'était un spectacle. Dites-moi en quoi l'hydroxychloroquine devient la vedette. On essaye. Les gens essayent des protocoles. Et l'Afrique a compris. Quand vous observez, les gens sont retournés aux plantes, ils sont retournés aux méthodes traditionnelles. Même Madagascar, qui parlait du Covid organique, ne parvient pas à s'en sortir. Non, il ne parvient pas à s'en sortir, ça c'est tricky. Il ne faut pas qu'on distrait les gens. Il ne faut pas qu'on distrait les gens. Ils s'en sortent et ils vont s'en sortir. Il ne faut pas qu'on se... Les gens ont leurs objectifs à atteindre, ils vont les atteindre par tous les moyens. Oui. L'OMS, je ne peux pas comprendre que les gens aient un acharnement à donner, parlant des chiffres. Quand vous allez sur le terrain regarder les chiffres du coronavirus, il faut être pas honnête ou bien naïf pour croire que les chiffres qu'on donne sont des chiffres réels. Je suis désolé. Oui. Les tests ne sont pas disponibles la plupart du temps. Les tests qui sont disponibles ne sont pas les tests conventionnels. Vous ne pouvez pas décréter le coronavirus dans les hôpitaux. Ça, c'est quelque chose qui est horrible. Nous allons en parler. Nous allons en parler dans la suite de cette émission. Je propose qu'on marque une pause, Dr Tapa. On se retrouve dans la deuxième partie de cet entretien, juste après cette page publicitaire. Health Horizon International présente un produit exceptionnel. Shape-Up contre l'obésité, support du suivi des maladies métaboliques, empêche l'absorption de la graisse, accélère l'utilisation des graisses stockées sans reprise et sans effets indésirables majeurs. Shape-Up, maigrir sans danger. Infoline 6 55 452 153 ou le 693 04 03 64. Shape-Up. Merci de nous retrouver pour cette deuxième partie de Focus sur Focus Média Afrique qui reçoit aujourd'hui dans le cadre de Focus Santé le docteur Roger Tapa. Alors, est-ce que d'après vous, les dirigeants africains n'ont-ils pas un peu sous-estimé l'impact du coronavirus? Pour sous-estimer l'impact d'un phénomène, il faut même être préparé à ce phénomène. Oui. Quand vous parlez des dirigeants africains, ça fait sourire parce qu'en fait, on n'est pas préparé pour une épidémie, que ce soit le coronavirus, que ce soit autre chose. Quand vous parlez d'un pays, d'un continent qui n'a pas de système de santé propre, on n'est préparé à rien. Oui. Donc, être sous-estimé, ça veut dire qu'on a les moyens d'évaluer et de dire l'impact sera moindre ou plus. Mais il faut déjà avoir les moyens. À quoi nous servent donc les chercheurs que nous avons sur le continent? Oui, vous pouvez répondre à la question. Nos chercheurs sur le continent, ils servent à quoi? Ils servent à être des fonctionnaires qu'on clochardise de gauche à droite sans vraiment des moyens pour faire la recherche. On peut le voir aujourd'hui. Quel est le comité de veille stratégique qu'un pays africain peut présenter, surtout au sud du Sahara, quand il s'agit d'un problème? Le corona est arrivé, on s'assoit pour évaluer, selon nos critères propres, selon les réalités de nos populations, quel sera l'impact au sein de la population. Vous avez ce comité de veille? Non. Le ministère est caricaturé selon l'OMS. Dès que le corona arrive, on vous donne les directives à suivre, ils sont les bienfaits, on vous donne les moyens pour aller faire comme ils veulent, on vous impose ce qu'il faut. Je vous dis, on ne peut pas, si vous avez suivi de bout en bout le coronavirus, vous allez voir qu'on décrétait les morts, c'est-à-dire tous ceux qui mouraient, on avait tendance à dire que c'est le coronavirus.
on avait des tests fantaisistes. Quand on dit que le scanner peut détecter un virus, c'est amusant. Et ça passe inaperçu. Cette thèse est fausse. C'est faux. On ne peut pas partir d'une complication et conclure que c'est un agent causal. Un peu comme vous dites, ok, chacun qui aura une affection pulmonaire a le coronavirus. Donc, et du coup, tous les morts de cette période, on commence à les assimiler au corona. C'est pas possible. Mais quel est donc le moyen le plus efficace pour détecter le coronavirus? Le moyen le plus efficace, c'est même trop dire. Celui qui est proche de la réalité, c'est le PCR. C'est-à-dire que c'est le prélèvement nasopharyngé qu'on fait pour faire l'examen du PCR. Le Cameroun a-t-il ces tests? Le Cameroun a ces tests, mais il faut comprendre les réalités du test. Non seulement il est compliqué, le PCR, c'est pas facile d'écouvillonner et faire des tests justes, mais le test en lui-même a 30% de faux positifs. Ça, c'est des choses qu'il faut dire aux gens. Et quand il est positif, il faut le confirmer. Est-ce qu'on a pris toutes ces étapes pour comptabiliser le nombre de cas qu'on comptabilise? Je ne crois pas. Quand vous regardez sur le terrain ce qui se passe, les litiges de gauche à droite, ça ne s'explique pas. Et il est temps qu'on comprenne, on ne peut pas fonctionner comme ça indéfiniment. À un moment donné, on doit se reculer et regarder comment les choses se passent et tirer des leçons. Alors, je prends l'exemple du Cameroun. En ce moment, les citoyens ne respectent plus systématiquement les mesures barrières. Le port du masque se fait de plus en plus rare. Les regroupements publics ont repris avec la réouverture des bars et des débits de boissons. Alors, comment peut-on combattre une pandémie si violente avec autant de légèreté, docteur? Laissons les bars et parlons de légèreté. Oui. La légèreté, c'est pas d'un côté. La légèreté, c'est pas d'un côté. Si vous enfermez une population qui se débrouille du jour au jour le jour, pendant un mois, sans leur donner les moyens de survivre, qu'est-ce qui va se passer? Vous croyez vraiment que les gens vont accepter de mourir? Non, du tout. Le système de vie en Afrique, au sud du Sahara, y compris le Cameroun, c'est quoi? C'est le day-to-day. C'est le bam, c'est l'âme, c'est le pousseur, c'est le vendeur de kiosque, c'est tout le monde qui se débrouille pour vivre. Maintenant, on est dans une situation particulière. Quelles sont les dispositions que le gouvernement, qui est garant des personnes et des biens, il ne faut pas qu'on se trompe, quelles sont les dispositions que le gouvernement a prises depuis pour que les gens respectent les mesures barrières qui ne sont aucune? Il n'y a que très peu. Beaucoup de menaces, beaucoup de critiques. Vous ne pouvez pas dire qu'une population est désordonnée quand vous ne lui avez pas appris à être ordonnée. Il y a un problème. J'ai toujours dit, avant l'épidémie, on prépare l'épidémie. Pendant l'épidémie, on prépare l'épidémie. Et après l'épidémie, on prépare l'épidémie. Vous ne pouvez pas, une population à qui on n'a pas appris à se grouper en cas de crise, à qui on n'a pas appris à s'organiser en cas de problème, subitement devenir très discipliné parce qu'il y a les mesures barrières, rester à la maison, ne pas sortir, porter le masque, distanciation. Vous connaissez les gens à qui on demande, ils reprochent de ne pas porter le masque dans la rue, ce qui porte comme problème dans la tête. Oui, mais en dehors de ce que vous décrivez, docteur Tapa, il y a un autre volet de cette maladie qui est suffisamment inquiétante au vu des us et coutumes en Afrique en ce qui concerne les décès des personnes et la manière avec laquelle on les accompagne. Aujourd'hui, les familles n'ont plus le temps de faire les deuils de leurs proches qui décèdent suite ou bien de soupçons même de Covid-19. Juste après le décès, les familles sont contraintes d'enterrer leurs proches dans les heures qui suivent. Dites-nous, comment quelqu'un qui décède peut-il contaminer plus que le vivant porteur de virus? Et en quoi les personnes qui décèdent sont-elles un danger pour les vivants au point où on exige qu'elles soient enterrées quelques heures seulement après leur disparition? Oui, je crois que c'est une autre grosse erreur de cette pandémie. Il faut que les gens comprennent que tant qu'on n'a pas, parce que ça c'est l'auto-évaluation qu'on devait avoir chez nous, il faut adapter les solutions à l'environnement. Les morts que vous voyez, ce n'est pas des gens inutiles. Ça fait la différence entre un corps et nous, c'est la respiration. Point. Ça veut dire que la même dignité que nous avons, il faut accorder cette dignité aux morts. On ne peut pas traiter un mort comme un objet, comme un animal, ou encore que même des animaux, sous d'autres cieux. On les soigne à la mort. Donc, il faut prendre en compte les réalités culturelles et environnementales quand on veut traiter un sujet. Et pour le corona particulièrement, ce n'est pas facile de voir un mort qui va contaminer. Ce n'est pas un virus qui est airborne, c'est-à-dire le virus ne court pas dans l'air. Il faut qu'on dise qu'en approchant le malade, on peut contacter le virus. Si oui, ceux qui enterrent tous les jours,
ils seraient aussi victimes que les familles. Mais ils prennent des mesures, on les voit avec des vêtements. Ils prennent quelles mesures? Vous croyez vraiment que si le virus est dans l'air, les vêtements là vont protéger contre le virus? C'est pas possible. C'est pas possible. La vérité, c'est que le virus ne se balade pas et un mort n'est pas un réservoir de virus. Donc, en clair, les mêmes précautions que les gens qui enterrent prennent, la famille peut prendre les mêmes précautions et enterrer. On devait plutôt encadrer les gens pour éviter de se contaminer si contamination il y a. Parce que, encore, pour qui on se contamine, il faut manipuler le corps, c'est pas évident. Oui. C'est pas évident. On peut prendre soin, organiser ça de façon saine pour tout le monde. Donc, en clair, on ne devrait pas empêcher aux familles d'enterrer leur mort de voyage avec les corps, par exemple. Je suis formel là-dessus, on ne devrait pas. On devait prendre des mesures pour s'assurer que même le corps qui doit voyager est protégé à un certain niveau pour ne pas être un objet de contamination. Ça, c'est faisable. Aucune famille n'a envie de mourir avec son mort. Vous croyez que les gens vont se laisser aller sans protection parce que c'est leur père qui est mort? Non, ils vont se protéger comme on leur a demandé de le faire, mais ils vont assister aux obsèques de leur père. Arrêtez de croire qu'on peut ramasser quelqu'un et séparer de la famille, imposer, vendre, faire les surenchères parce qu'on parle du coronavirus. C'est vraiment du non-sens. Mais ça crée beaucoup de dislocations et de problèmes dans les familles. Des problèmes, non seulement dans les familles, mais même un problème moral. Après le corona, on reviendra à notre conscience. Et beaucoup de gens vont se mordre les doigts. On ne peut pas, à un moment donné, se comporter de cette manière dans une société. Mais pendant que ce coronavirus fait l'actualité en Afrique et partout dans le monde, selon les estimations de l'Organisation mondiale de la santé, l'Afrique subsaharienne enregistrerait 669 000 décès dus au paludisme en 2020, alors que nous ne sommes qu'au mois d'août. Ouais. Alors, soit 2 fois les chiffres que ceux de 2018, on constate que pendant que le paludisme fait des ravages sur le continent, toutes les attentions du monde sont tournées vers le coronavirus. Alors, y a-t-il des maladies plus importantes que les autres? Non, il n'y a pas de maladie plus importante que les autres. C'est ce qui arrive quand vous avez un maître qui veut passer son message. Si l'OMS a décidé que c'est le coronavirus, ça sera le coronavirus, même si chez vous la diarrhée est en train de vous tuer. Si l'OMS a décidé que c'est le corona, ce sera le corona, même si la malnutrition est en train de dévaster vos enfants. Si l'OMS a décrété que c'est le corona, ce sera le corona, même si chez vous, il y a les accidents de la voie publique peuvent tuer plus que le corona. Finalement, à qui profite toute cette médiatisation autour du coronavirus? Allez demander à l'OMS. Allez demander à l'OMS. L'acharnement que l'OMS a envers ce problème est questionnable. C'est aujourd'hui au point où on se demande qu'est-ce que ça cache vraiment. Vous ne pouvez pas laisser l'Italie, la France, la Chine, les pays où c'est en train de sévir. Et l'OMS prévoit les vaccins, les essais de vaccins en Afrique. Et parlant des vaccins, vous savez de quoi on parle? Les gens se recontaminent après le corona. Ça veut dire que ça n'immunise pas. Et on continue à distraire les gens avec vaccin. Ou vous parlez de la science et on parle science, ou vous imposez la science et on comprend. Parce que un vaccin, c'est pour une maladie qui peut immuniser, qui peut vous permettre de résister aux prochaines attaques. Mais une maladie qui peut recontaminer les gens qui étaient guéris hier ne peut pas avoir un vaccin. Finalement, docteur Roger Tapa, à quoi sert l'Organisation mondiale de la santé? Non, quand on dit l'Organisation mondiale, on a mis mondial pour atteindre certains objectifs. Chaque pays devait avoir son organisation de la santé. Chaque pays, chaque continent. Parce que la santé, ce n'est pas une vue de l'esprit. La santé, c'est une réalité humaine. C'est une réalité d'une communauté. Et ça répond à l'environnement de chacun. L'environnement qui tient compte de la culture, des déterminants de santé, c'est-à-dire que selon que vous ayez l'eau courante, vos problèmes ne seront pas les mêmes que ceux qui n'en ont pas. Selon que vous ayez des routes pour circuler, vos problèmes ne seront pas les mêmes que ceux qui ont des routes. Selon que chez vous, on conçoit qu'on peut prendre des potions traditionnelles pour soigner quelque chose, vos problèmes ne seront pas ceux de ceux qui ne pensent pas à ces potions traditionnelles. Il faut prendre en compte la notion environnementale dans la santé. Et du coup, l'Organisation mondiale de la santé devient caduque. Vous ne pouvez pas croire qu'il y a une organisation spectaculaire qui va assurer la santé dans le monde. Ça ne peut pas se faire et ça ne se fera jamais. Ils viennent avec leurs objectifs. Je vous ai dit, en Afrique par exemple, on continue à entendre le planning familial. Il faut maintenant vacciner les filles à 9 ans. Pourquoi un corps qui est bien portant doit être vacciné? C'est une question qu'il faut poser. Le corps n'est changé qu'à travers ce qu'on lui inocule.
Vous naissez, l'environnement vous façonne ce que vous mangez. Donc les Africains devraient mettre même des pétitions pour dire non à ces vaccins. Mais en réalité, si vous voulez aider les gens à être en santé, vous les aidez à être en santé. Vous ne leur imposez pas la santé. Ce que l'OMS fait, c'est imposer la santé aux gens et ce n'est pas acceptable. Vous ne pouvez pas croire qu'on impose un vaccin aux gens. Ce n'est pas possible. Vous n'êtes pas plus concernés par leur vie qu'eux-mêmes. On ne peut pas le faire à la place des gens. Quel est donc votre conseil aux Africains sur la question du vaccin qui est annoncée? Oui, la question du vaccin, c'est du bluff. Moi, je crois que, personnellement, mon opinion, on a passé, une petite parenthèse, on a passé depuis les années d'indépendance sous l'influence postcoloniale, où il ne fallait pas parler. Il fallait parler pour plaire au maître. Il fallait parler et nos administrations assurent très bien ça. Oui. C'est-à-dire que dès que vous avez dit quelque chose qui n'est pas dans la ligne directe, vous devenez une cible. On a peur de communiquer, on a peur d'analyser, on a peur, on s'aligne comme des moutons à abattre et on se laisse abattre chacun à son tour. Il est aujourd'hui temps que les gens comprennent que les êtres humains ne peuvent jamais vivre comme ça. Vous ne pouvez pas continuer à croire que vous faites la pluie et le beau temps des gens quand chez vous-même, on a des gros problèmes. S'ils pensent que le vaccin est très nécessaire, qu'ils aillent le faire là où il y a eu plus de cas, en attendant. Mais l'Afrique n'a pas besoin de ça. Pourquoi chaque fois qu'on parle de quelque chose de nouveau, c'est l'Afrique? Vous pensez que c'est vraiment sain ça? Parce que le continent est un champ de friches. Pourquoi? Hein? C'est la question. Pourquoi? Pourquoi l'Afrique est au centre de préoccupation d'un problème qui est en train de décimer des milliers de gens en Italie, des milliers de gens en Amérique, des milliers de gens en Chine? Pourquoi on continue à parler de l'Afrique qui n'est pas encore dans cette situation? Parce qu'on veut venir, on pense même que ça va venir et ils vont tout faire pour que ça vienne. Non, je crois qu'il faut faire attention. Merci beaucoup, Dr Roger Tapasetsi. On va mettre un thème à cet entretien. J'aurais aimé également qu'on aborde un autre aspect, c'est l'aspect des hôpitaux, avec des études qui sont menées au ministère de la Santé du Cameroun aujourd'hui qui montre que de plus en plus les Camerounais refusent d'aller dans les hôpitaux parce qu'ils ont peur d'être confondus. Ils ont peur d'être confondus aux malades du coronavirus et par conséquent qu'on leur fasse de mauvais diagnostics. Merci d'être venu à cette émission. C'est ici qu'on met un terme. Merci infiniment pour tous vos éclairages. Merci. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission de Focus Santé sur Focus Média Afrique. Merci de continuer de nous suivre sur nos différentes plateformes et n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube. Vous allez sur YouTube, vous tapez Focus Média Afrique, vous cliquez sur la mention s'abonner, ensuite sur la cloche pour recevoir toutes nos notifications et toutes nos productions. On se retrouve bientôt avec naturellement un focus sur le prochain invité. À très vite.